vais vous présenter ce travail, donc, qui était un travail collaboratif, comme M. Bonnet vient de l'indiquer, avec plusieurs personnes de l'UEPS. Et en fait, l'idée ici, c'est de vous présenter un travail sur la mobilité des Wallons, et qu'on essaie de mettre en perspective avec la participation sociale. Alors, le plan de présentation de ce que je vais vous montrer ici, je vais vous parler d'abord de l'intérêt qu'on avait dans les analyses, de la question de recherche que ça a suscité. Ensuite, je vous présenterai quelques résultats descriptifs sur les comportements de mobilité des Wallons. Et puis, je vous présenterai finalement la méthode qu'on a développée pour essayer de répondre à notre question de recherche et finalement les résultats de la typologie et de la synthèse. Donc, par rapport à notre angle d'attaque en fait, pour ce projet, ce qui nous intéressait, c'était en fait d'analyser la vulnérabilité en termes de mobilité. Donc, vous savez qu'il y a d'autres enquêtes qui abordent la question de la mobilité, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'aborder cet aspect assez précis en termes de mobilité, et non pas tous les comportements de mobilité. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on peut entendre en termes de vulnérabilité par rapport à la mobilité, il y a au moins deux conceptions de cette vulnérabilité. Soit on dit que la vulnérabilité, en fait, c'est la difficulté ou l'impossibilité que les personnes vont avoir à se déplacer. Donc, ça peut être par manque d'infrastructures, par manque de véhicules ou par manque de moyens financiers. Donc, elles vont réduire leur déplacement. Et puis, il y a une conception un peu plus large de la notion de vulnérabilité, qui est de dire que la vulnérabilité, en fait, ça va être le fait que les individus vont avoir des possibilités réduites de se déplacer. Donc, ça veut dire qu'elles ne vont pouvoir utiliser qu'une alternative parmi d'autres. Donc, par exemple, elles ne pourront utiliser que la voiture ou que les transports en commun, et donc, elles ne pourront pas s'ouvrir à différentes alternatives. Et donc ça, c'est une notion qu'on a repris ici d'un auteur cité ici, qui est Kaufmann, qui dit que finalement les individus vulnérables ne sont pas ceux qui ont de la difficulté à se déplacer, pas uniquement, mais ce sont les individus qui ont un champ de possible qui est réduit par rapport à la mobilité. Donc dans le cadre des analyses ici, en fait, on va essayer d'intégrer ces deux conceptions de vulnérabilité. Donc la question de recherche, c'était évidemment qui sont les individus vulnérables et comment cette vulnérabilité s'exprime. Et puis une autre question de recherche, c'était de voir est-ce qu'il y a un lien entre la vulnérabilité en termes de mobilité et la participation sociale, avec l'idée sous-jacente de dire mais la participation sociale nécessite une certaine mobilité, et donc est-ce qu'on peut voir que la mobilité va façonner la participation sociale. Donc voilà, je vais vous présenter maintenant quelques résultats descriptifs, mais davantage sur les comportements de mobilité des Wallons. Alors d'abord, en termes de véhicules à disposition, ce qu'on observe au niveau donc, de la population wallonne des 18 ans et plus, c'est qu'il y a 71% des individus qui ont une voiture personnelle, donc en termes de moyens. Il y a 10% des individus qui ont une voiture au sein du ménage, mais donc c'est la voiture du conjoint ou de quelqu'un d'autre de la famille. Et puis il y a 18% des individus donc de 18 ans et plus qui n'ont pas de voiture du tout au sein du ménage. Donc au total, ça fait 80% des individus qui ont une voiture au sein du ménage. Il y avait aussi une question sur les voitures de société, et donc on a regardé par rapport à la disponibilité d'un véhicule. Donc on observe que 6,5% des individus ont une voiture de société. Si on isole uniquement les personnes actives professionnellement, on observe que 11% des personnes actives ont une voiture de société. Et puis, de nouveau, de manière plus globale, il y a 4% des personnes qui ont une voiture de société au sein du ménage, donc ça veut dire que ce n'est pas leur voiture personnelle, mais celle du conjoint. Et alors, en regardant, donc en cumulant tout ça, on a donc 10% des individus qui ont une voiture de société au sein du ménage. Donc ça vous donne déjà une première photographie des moyens à disposition, individuels, bien sûr, en Wallonie. Donc,
Autre photographie, c'est celle des modalités de déplacement. Donc ici, en fait, on a séparé les individus qui ont une voiture au sein du ménage, les individus qui n'en ont pas. Et donc, ici, ça concerne les déplacements en dehors des déplacements de domicile-travail. Donc, pour tous les autres déplacements, ce qu'on observe, c'est donc que pour les personnes qui ont une voiture dans leur ménage, il y a 88% qui l'utilisent pour leur déplacement. Il y a seulement 7% qui utilisent la mobilité active et puis 3% qui utilisent les transports en commun, donc ce qui finalement est très faible pour ces personnes. Si on regarde évidemment chez les personnes qui n'ont pas de voiture au sein du ménage, eh bien, ici le transport en commun représente 43% de cette population, 30% quand même d'utilisation de voiture, donc ça veut dire qu'ils se font conduire par quelqu'un d'autre, et puis une mobilité active 18%. Donc, ce que ce graphique nous montre, en fait, c'est que globalement, l'utilisation, le choix de la modalité de déplacement est contraint par le fait d'avoir une voiture ou pas. Et donc, finalement, les personnes qui utilisent les transports en commun, ce sont les personnes qui n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas de voiture. Parce qu'on observe que chez les personnes qui ont une voiture, elles ont tendance à ne pas l'utiliser. Donc, autre photographie sur les modes de déplacement. Ici, on a isolé uniquement les personnes actives dans la population et on a comparé les déplacements, cette fois domicile-travail, et les déplacements loisirs et week-end. Et ce qu'on observe, c'est que donc, ici, si je regarde uniquement les transports en commun, pour le déplacement domicile-travail, on a donc 9% des personnes qui utilisent les transports en commun. Et quand il s'agit des déplacements loisirs et week-end, on a une réduction importante, puisqu'on est ici à 4,6% d'utilisation des transports en commun. Donc on observe que les transports en commun, s'ils sont utilisés parmi les actifs, c'est essentiellement pour les déplacements domicile-travail et d'autres, moins pour les loisirs. Voilà un autre graphique qui représente en fait la durée des déplacements. Donc ici on a comparé la durée de déplacement en dehors des déplacements domicile-travail et puis les déplacements à droite pour le domicile-travail. Donc ce qu'on observe, c'est que les déplacements en dehors du domicile-travail ont une durée plus importante, puisqu'on a 33% des personnes qui disent faire un déplacement d'une durée de plus d'1 heure et demie pour les loisirs, alors que pour les déplacements domicile-travail, eh bien ici, on a une proportion plus importante des personnes qui disent faire un déplacement de moins de 30 minutes. Voilà, il y avait une autre question qu'on va utiliser par la suite, qui est sur la perception subjective des contraintes en termes de mobilité. Enfin, il y avait deux questions à ce sujet. La première, c'est vous arrive-t-il de réduire vos déplacements car cela vous coûte trop cher? Et ce qu'on observe donc, pour l'ensemble de la population, si on cumule les trois premières modalités qui sont tout le temps, souvent et de temps en temps, on a 50,4% des personnes qui affirment effectivement être contraintes ou avoir ce sentiment de contrainte en termes de coût pour ces déplacements. Donc, ce qui est finalement relativement important. Autre type de contrainte contrainte subjective qu'on essaie de mesurer, c'est celle de réduire ses activités sociales ou d'avoir l'impression de réduire ses activités sociales. Donc, avez-vous l'impression de ne pas pouvoir participer à des activités sociales? Et cette fois, si on cumule les quatre premières modalités, donc de tout le temps à rarement, on obtient 54% des personnes qui disent avoir l'impression de réduire ses activités sociales à cause de problèmes de mobilité, contre 45% qui disent ne jamais avoir cette impression. Donc ça donne quand même une impression d'une relative contrainte perçue des personnes en termes de mobilité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ces deux mesures de contrainte par rapport à la disponibilité d'un véhicule. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est que la contrainte en termes de coût est plus importante chez les personnes qui ont un véhicule, donc les ménages avec voiture, donc c'est le graphique de gauche. Par contre, la contrainte perçue en termes d'activité sociale est plus élevée ici, cette fois chez les personnes qui n'ont pas de voiture, par rapport aux
personnes qui n'en ont plus. Donc on voit vraiment que finalement l'utilisation de la voiture, c'est à la fois va apporter une contrainte en termes de coût et réduire la contrainte en termes d'activité sociale. Donc maintenant ce que je vais vous présenter, en fait, c'est la méthodologie qu'on a développée pour essayer de répondre à notre question de recherche qui était mais finalement cette vulnérabilité, est-ce qu'elle va avoir un lien avec la participation sociale? Donc notre objectif, c'était de créer une typologie en termes de vulnérabilité au niveau de la mobilité et de tenir compte de 3 types de vulnérabilité. Donc la première vulnérabilité, c'est celle de disposer d'un véhicule ou de ne pas en disposer. Donc ici, vous avez le fait d'avoir une voiture personnelle, une voiture de ménage, etc. Le deuxième type de vulnérabilité, c'est la contrainte exprimée par les personnes. Et puis, le troisième type de vulnérabilité, c'est celle du lieu d'habitation. Et donc ici, ce qu'on a dû faire, c'est caractériser chaque personne qui répondait en fonction de son lieu d'habitation. Donc, de géolocaliser les personnes à partir du lieu d'adresse et de construire un certain nombre de variables objectives, cette fois, sur l'accessibilité à la mobilité. Et donc, on a développé construit 3 variables objectives d'accessibilité à la mobilité. Une première qui est l'accessibilité à une ville. Alors c'est l'accessibilité à une ville qui a un certain nombre de services qui sont définis, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici. Et donc, le critère, c'était que les personnes aient l'accessibilité à une ville à moins de 15 minutes en voiture. Donc on observe qu'ici, il y a 83% de la population piétée qui répond à ce critère. La deuxième variable objective, c'est celle de l'accessibilité piétonne à des transports en commun ou transports en commun tels que le bus, le tram ou la gare. Et ici, on a 60% de la population qui rentrait dans ce critère. Et la troisième variable objective, c'était l'accessibilité piétonne à un certain nombre de services de base. Donc on a choisi de prendre 3 services de base, parmi un certain nombre, par exemple la pharmacie, les commerces, etc. Et donc ici on avait 46% de la population piétée qui répondait à ce critère. Alors je vais rapidement vous présenter les 3 cartes à la suite de cette analyse. Donc simplement ici c'est pour vous montrer où sont, en jaune, vous avez les personnes qui ont, enfin les communes, qui ont une accessibilité à une ville, et puis les 2 autres couleurs, ce sont l'accessibilité à plus de 15 minutes. Ici, vous avez la carte qui concerne l'accessibilité piétonne au transport en commun. Donc chaque rond correspond en fait à une circonférence autour d'une gare ou d'un arrêt de transport en commun. Et donc évidemment, ça recouvre la majeure partie des zones habitées. Et donc on a 60% de la population. Et la troisième carte, c'est par rapport donc à l'accessibilité aux services. Ici vous avez les points jaunes qui représentent les zones d'habitation où il y a cette accessibilité au minimum 3 services. Et donc on a ici 46% de la population enquêtée qui répondent à ce critère. Donc, les 46% représentent aussi, ça veut dire que 46% de la population wallonne répond à ce critère. Donc, rapidement, pour vous décrire la méthode qui a été utilisée, donc on avait mais je ne rentrerai pas dans les détails, donc on avait des variables catégorielles pour nos 3 types de vulnérabilité, qu'on a transformé à l'aide d'une analyse factorielle de correspondance multiple, qui permet simplement de transformer des variables catégorielles en variables continues. Car en fait, après, on a fait une classification hiérarchique et on a besoin d'avoir des variables continues pour le réaliser. Et donc, la classification hiérarchique, c'est une classification automatique qui va regrouper des individus qui se ressemblent ensemble jusqu'à obtenir de partir d'un groupe et de le séparer au fur et à mesure. Donc, je vais vous présenter en fait le résultat de cette classification qui est automatique, qui se fait à partir de la distance entre les individus. Et on peut voir qu'on peut lire en fait cette classification à 3 niveaux.
Au premier niveau, on a notre population qui est séparée entre deux groupes. Et le critère ici qui sépare les groupes, c'est celui d'avoir un véhicule ou de ne pas en avoir. Donc on a 69% dans le premier groupe, 30% dans le deuxième. Le deuxième niveau permet de séparer les individus parmi les personnes qui ont un véhicule, les personnes qui se disent contraintes et les personnes qui se disent non contraintes. Et le troisième niveau d'analyse, en fait, c'est simplement les trois groupes précédents qui sont séparés en fonction du lieu d'habitation, que ce soit rural ou urbain. Donc je vais rapidement en fait, vous présenter les variables descriptives pour chacun des groupes. Donc en fait, ici, c'est simplement les deux groupes, donc le premier groupe, 69% de la population, où on voit que 96% des individus de ce groupe, donc c'est l'analyse descriptive de notre typologie, on voit que 96% des individus ont une voiture personnelle. Par contre, dans le groupe 2, on a 31% qui ont une voiture dans le ménage et 50% qui n'ont pas de voiture. Autre fait marquant, c'est celui évidemment d'avoir un permis. Premier groupe, la majorité des personnes ont un permis de conduire. Deuxième groupe, c'est beaucoup plus faible. Donc, pour résumer, c'est ce que je vous ai dit. Le premier groupe reprend les personnes qui ont un véhicule personnel. C'est plutôt des personnes d'âge de 25-64 ans, qui vivent en couple avec enfants et qui sont majoritairement actifs, donc on a 61% d'actifs. Et dans le groupe 2, on retrouve toutes les personnes qui n'ont pas de véhicule personnel. Donc ce sont soit des personnes plus jeunes, soit des personnes plus âgées, plutôt seules ou en couple ou qui vivent chez les parents. Et cette fois, on a plutôt des personnes non actives, donc avec seulement 24% de personnes actives. Ici, en fait, c'est simplement pour vous montrer le deuxième niveau d'analyse. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que dans le premier groupe, vous avez en fait les voitures de société personnelle qui est cette fois à 11%. Donc, ça veut dire que le premier groupe, non seulement il a des moyens, mais en plus, on va dire qu'il a des moyens plus avec un potentiel plus élevé en termes de mobilité, parce que ça coûte moins cher, etc. Et puis surtout, ce qui discrimine les deux premiers groupes, c'est la contrainte perçue. Donc vous voyez, c'est les deux cases, enfin les quatre cases dans le tableau. Donc vous voyez que pour le premier groupe, il y a très peu de personnes qui affirment se sentir contraintes en matière de coût. Par contre, dans le groupe 2, on a 82% qui l'affirment. Et c'est la même chose au niveau de la réduction des activités sociales. Très peu de personnes qui affirment avoir l'impression de réduire ses activités sociales dans le premier groupe, et beaucoup plus dans le deuxième groupe. Simplement, une chose à laquelle je voulais vous rendre attentif aussi, si on regarde les variables plus sociologiques cette fois pour les deux premiers groupes, ce qu'on observe dans le premier groupe, c'est que en fait, le niveau d'éducation est plus élevé, c'est les points jaunes, et dans le premier groupe, le revenu perçu est aussi plus élevé. Donc les personnes disent avoir relativement facilement de la facilité à joindre les deux groupes. Donc pour résumer nos trois groupes, on a un premier groupe qui a un véhicule personnel, voire un véhicule de société, et qui affirme et qui n'a pas de contrainte, qui n'a pas de contrainte exprimée. Donc c'est plutôt aussi un groupe qui a un revenu plus élevé, et plutôt de formation universitaire. Donc on a 30% de la population dans ce groupe. Le deuxième groupe, c'est celui qui a un véhicule personnel, mais qui affirme avoir de fortes contraintes, où on a 38%. Et le troisième groupe, c'est celui qui n'a pas de véhicule, avec 30%. Ici, c'est simplement pour vous montrer le dernier niveau d'analyse, celui avec 6 groupes, et pour vous montrer la séparation entre la zone d'habitation, donc c'est la dernière ligne ici. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous avez les personnes qui vivent en milieu rural d'abord, et puis les personnes qui vivent dans les petites villes ou dans les villes. Donc là, la classification a séparé pour chaque groupe précédent les individus en fonction de leur lieu d'habitation. Donc, pour résumer, le premier groupe, c'est les ruraux, à
avec véhicule personnel et sans contrainte. Le deuxième groupe, c'est les urbains avec véhicule et sans contrainte. Le troisième, c'est celui des personnes rurales avec véhicule mais avec de fortes contraintes. Le quatrième, celui des urbains avec véhicule et fortes contraintes. Et puis le groupe 5, il manque plus. Ah oui, le 6 est passé à côté. Le groupe 5, celui des ruraux sans véhicule, et le groupe 6, celui des urbains sans véhicule. Donc, pour revenir à notre question initiale, qui était de savoir finalement, est-ce qu'il y a un lien entre la vulnérabilité en termes de mobilité et la participation sociale. Donc on a repris des variables qui nous ont déjà été présentées plus tôt, qui sont celles de la participation politique, à travers le fait d'aller voter si voter n'était que obligatoire ou l'intérêt politique. Notre variable, c'est celui des réseaux formels, donc la participation associative, celui du réseau informel tel que le réseau d'amis et le réseau de la famille. Alors voilà l'analyse au niveau de nos trois groupes. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en termes d'engagement politique, il y a un lien entre l'engagement politique et le fait d'avoir un véhicule à disposition. Que ça soit en termes d'intérêt pour la politique ou le fait d'aller encore voter si le vote n'était plus obligatoire. On observe ce même phénomène au niveau des réseaux formels, donc de l'engagement dans l'associatif, où de nouveau, ce qui importe ici, ce que les analyses montrent, c'est le fait d'avoir un véhicule à disposition ou pas. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des réseaux informels. Donc c'est le réseau, le nombre d'amis que vous avez ici. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a une conjonction à la fois de l'importance d'avoir un véhicule à disposition, mais aussi du potentiel de mobilité. À savoir que les personnes qui n'ont pas de contraintes ont un réseau plus important que les personnes qui ont des contraintes, mais un véhicule, et celles-ci ont encore un réseau plus important, malgré tout, que les personnes qui n'ont pas du tout de véhicule. Donc ici, on a une conjonction vraiment à la fois de l'importance d'avoir un véhicule et du potentiel de mobilité en tant que tel. Au niveau du réseau de la famille, ben ici, on n'observe pas de différence, alors peut-être qu'on peut s'en réjouir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en termes de mobilité par rapport au fait d'aller rendre visite à sa famille. Voici simplement l'analyse à partir des 6 groupes. Alors, je me référerai simplement en fait, au dernier bloc, qui est tout en bas, qui concerne en fait qui concerne le nombre de visites qui sont rendues aux amis. En fait, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a aussi l'effet rural-urbain qui vient s'ajouter, à savoir que sur le nombre de visites rendues à ses amis, les personnes qui vivent en milieu rural vont plus rendre visite à leurs amis que les personnes qui sont en milieu urbain. Et ça, c'est vrai pour les personnes qui ont des moyens, c'est un véhicule à disposition. Pour les personnes qui n'ont pas de moyens à disposition, donc ce sont le véhicule à disposition, ce sont les 2 derniers groupes, donc 5 et 6. Ici, en fait, on observe que les personnes rurales, donc c'est le groupe 5, va moins rendre visite à ses amis que les personnes ici qui sont dans une zone urbaine. Donc ici, ça peut s'expliquer probablement avec l'utilisation des transports en commun. C'est-à-dire que le groupe 5 n'a pas l'opportunité d'utiliser un autre moyen que celui des transports en commun. Donc forcément, dans un milieu urbain, le déplacement est facilité. Voilà, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'ici, donc on peut dire que pour l'engagement politique et l'engagement associatif, donc l'engagement formel, ce qui est important, en tout cas ce que montrent les résultats, c'est que ce qui est important, c'est la disponibilité d'un véhicule, mais pas le potentiel de mobilité en tant que tel. Par contre, si on regarde au niveau de la taille du réseau informel, donc le nombre d'amis que les personnes disent avoir, ici on observe une conjonction entre le fait d'avoir un véhicule, mais surtout aussi d'avoir
un potentiel de mobilité élevé. Donc ce qu'on observait finalement avec l'analyse en sous-cluster, c'est que pour la visite au réseau d'amis en milieu rural se fait plus facilement qu'en milieu urbain pour les personnes qui ont un véhicule. Et puis, chez les personnes qui n'ont pas de véhicule, donc c'était les deux derniers cas, ce qu'on observe aussi, c'est que parmi les personnes, c'est-à-dire que peut-être je dois juste revenir ici, la dernière ligne, en fait, on observe que les personnes qui vivent en milieu urbain et qui n'ont pas de moyens ont un réseau très petit, donc c'est le nombre d'amis, enfin relativement petit. Par contre, elle le sollicite beaucoup, puisqu'elle va beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est ce qu'on a appelé en fait la densité des relations amicales, c'est-à-dire un réseau faible, mais des visites fréquentes. Voilà, donc pour synthétiser un peu le travail, ce qu'on observe en Wallonie, c'est que la mobilité automobile est prépondérante, mais que la possession d'une voiture n'est pas un gage d'une mobilité pour tous, parce qu'il faut tenir compte des contraintes. Donc ce qui était important pour nous ici, c'était de montrer qu'il faut tenir compte de cette contrainte plus subjective ou du potentiel de mobilité en tant que tel pour mieux comprendre en fait les relations sociales. Et donc c'est important de distinguer les moyens à disposition et le potentiel de mobilité. Voilà, donc juste peut-être s'il y a deux chiffres à retenir, c'est qu'il y a 30% des personnes qui ont un véhicule et qui se disent peu contraints. Donc on va dire 30% des personnes qui ont un potentiel de mobilité élevé. Par contre, il y a 39% qui ont un véhicule, mais qui ont un potentiel de mobilité beaucoup plus faible, puisqu'elles se disent largement contraintes. Et puis il reste, bien sûr, les 31% des personnes qui n'ont pas de véhicule. Donc, pour comprendre la mobilité des individus et l'enjeu social qu'elle représente, c'est nécessaire de tenir compte des déplacements d'un point à un autre, mais aussi de l'ensemble des moyens et des alternatives qui sont disponibles pour un individu. C'est dans ce cadre-là qu'on peut réellement comprendre la mobilité des individus, et pas uniquement en regardant quel mode de déplacement est conduit. Voilà, en termes de conclusion, donc c'est de dire finalement, ce travail, c'était une première ébauche exploratoire. Il y a encore du travail à réaliser, peut-être en termes d'analyse multivariée, pour plus rentrer dans le détail, dans la compréhension du phénomène. Et puis aussi, un intérêt de notre part pour comparer ces résultats avec d'autres données de